Caroline Diard, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure associée en management des ressources humaines et droit à l'école de management de Normandie et vous êtes co-auteur chez Duno de transformation digitale de la fonction RH. Alors le télétravail, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais en fait c'est depuis 1993 qu'on en parle. En effet, c'est à l'initiative du Premier ministre de l'époque, Édouard Balladur, qu'une mission interministérielle, ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire et ministère des Entreprises et du Développement économique, menée par Thierry Breton, qui aboutit alors à un rapport officiel. On y retrouve une première définition du télétravail, les aspects juridiques, une mise en perspective de ce nouveau mode d'organisation. La France est cependant à la traîne à ce moment-là, contrairement à la Grande-Bretagne qui a pris de l'avance. En effet, pendant longtemps, les entreprises françaises ont été confrontées à un problème double. Celui de définir le télétravail dans un premier temps et celui également de lui attribuer un cadre juridique. Les projets qui sont insufflés par l'État à ce moment-là n'ont pas le succès escompté. En effet, plusieurs organisations publiques comme le Catral ou la Datar, qui avaient alors pour mission de faire du télétravail un mode de travail permettant de limiter les déplacements et également d'en faire un outil d'aménagement du territoire, ont échoué et ce fut donc sans succès. Alors quid de la législation et de son assouplissement en ce moment ? Alors tout commence en 2002 avec un accord cadre européen qui encourage le télétravail salarié. Il est retranscrit en droit français à travers l'accord national interprofessionnel de 2005, mais c'est seulement en mars 2012 que la loi dite Warsmann va donner au télétravail une définition plus précise, avec un véritable cadre juridique sur le plan national, avec l'article 46 qui ajoute au Code du travail les articles L 1222-9 à L 1222-11. Ensuite, en 2017, c'est l'ordonnance 1387 et la loi de ratification un petit peu plus tard, en mars 2018, qui vont renforcer le cadre donné au télétravail. Désormais, que le télétravail soit régulier ou occasionnel, il peut être mis en place en l'absence d'accord collectif ou de charte, par un simple accord entre le salarié et son employeur. Alors comment cette pratique est-elle appréhendée par les salariés concrètement ? Alors une étude de Malakoff-Médéric qui a été publiée très récemment, le 20 février dernier, révèle que 29% des salariés du secteur privé pratiquent déjà le télétravail. Une précédente étude qui avait été conduite par un spécialiste de la visioconférence Polycom en 2017 avait montré que la confiance et l'autonomie laissée par le manager contribuent à une meilleure productivité du collaborateur qui est en situation de télétravail. Une autre enquête, également menée par l'Observatoire du télétravail, Aubergo, en 2018, abondait dans le même sens. Lors d'une situation de télétravail, le rapport autonomie-contrôle du salarié est bouleversé. La hiérarchie est moins présente physiquement, les relations sont supposées être fondées sur la confiance et non sur le contrôle. Le degré d'autonomie du collaborateur va avant tout dépendre de son manager et de l'organisation qui l'emploie. Les moyens de contrôle mis en place par le manager visent à favoriser une meilleure maîtrise de l'organisation. Mais attention, le télétravail présente des risques de dérive que les accords à venir pourraient éviter. Temps de travail trop important, excessif, empiètement entre vie professionnelle et vie privée et difficulté à se déconnecter. En situation de télétravail, il faut noter que certains collaborateurs avouent mettre en œuvre eux-mêmes une forme d'autocontrôle très curieusement. À suivre donc. Merci Caroline Diard pour cette analyse sur le télétravail. Merci à vous.